Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les championnats du monde de natation démarrent en fanfare pour l'équipe de France. Première médaille d'or sur le relais 4 x 100 mètres pour Alain Bernard, Frédéric Bousquet et leurs camarades. La peine maximale requise contre le meurtrier présumé d'Anne-Lorraine Schmitt, la prison à perpétuité avec 22 ans de peine de sûreté. Le verdict est attendu d'un moment à l'autre. Dominique Verdaillan est sur place. Une deuxième attaque en 2 jours contre une banque en Seine-Saint-Denis. La gauche met en cause le gouvernement. Que cache ce nouveau banditisme qui semble sans limite? Notre enquête à suivre. Le rapport choc de l'Observatoire des zones urbaines sensibles. Il révèle que 43% des hommes jeunes sont au chômage dans ces quartiers. La fameuse fracture sociale semble plus marquée que jamais. La Grèce va-t-elle craquer? Manifestation monstre et violente à Athènes contre les réductions de salaire et le plan d'austérité. Le pays a été paralysé, un ancien ministre molesté. Et puis le dossier de cette édition, alors qu'un nouveau convoi de déchets nucléaires est en route, faut-il renoncer à ITER? Le gigantesque réacteur expérimental construit en Provence est mis en cause, trop cher, trop incertain. Les éléments du débat dans un instant. Bienvenue dans ce journal. D'abord donc, vous l'avez peut-être suivi en direct sur France 2 tout à l'heure. Première médaille d'or pour la France au championnat du monde de natation à Dubaï. Celle du relais 4 x 100. Les stars françaises n'ont pas manqué leur entrée. Christophe Duchiron, Frédéric Basile sur place. C'est à Dubaï, terre de pétrole et de gaz naturel, que les relayeurs français ont trouvé de l'or. C'est dire à quel point les ressources de la natation tricolore sont immenses. Il était 22 heures. Et sur la plus haute marche du podium, Bernard, Bousquet, Gillot et Agnel, accompagnés de la Marseillaise, avaient des mines de grands vainqueurs. C'est assez intense, c'est assez bref, c'est électrique, et puis voilà, c'est toujours super sympa à vivre en 100 mètres. Est-ce que ça représente toi bien une médaille d'or en relais? La première depuis un moment, donc le début d'une belle histoire, je pense que ça fait que commencer. Dans cette course de folie à la ligne d'eau numéro 7, les Français ont sorti le grand jeu et les slips de bain de concours. Agnel fut le dernier des 4, a terminé dans l'eau une bataille de chiffonniers tant le combat était rude. Pour 4 petits centièmes de rien du tout, qu'il est allé chercher au bout de son énergie et de son talent, Agnel emmène avec lui les Bleus en première classe, devant les Brésiliens et les Russes, au terme d'une course qui fut très riche et violente en émotions. Je pense tout simplement qu'il y a une surdose de testostérone et d'adrénaline, Voilà, je pense. ça. Tu vois la jungle, bah, c'est un peu ça. Pour finir en beauté, les filles du relais 4 x 200 mètres nage libre ont eu l'heureuse idée de remporter une très belle médaille de bronze. Plus que jamais, au soir de cette première journée de compétition, la natation française est un très bon produit d'exportation. La prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans, c'est donc la condamnation requise au procès de Thierry Devéoglou, le meurtrier présumé d'Anne-Lorraine Schmitt dans le RER. On va retrouver Dominique Verdaillan dans un instant. Juste avant, écoutez, la mère de la victime, elle a lancé un appel aux jurés qui sont réunis en ce moment pour délibérer. Moi, j'ai demandé aux jurés qu'ils protègent une vie, que ma fille était condamnée. Quand la première agression s'est passée, Anne-Lorraine avait 13 ans et elle avait plus que 10 ans à vivre. Et que les jurés actuellement ont leur pouvoir de sauver une vie. Voilà. Propos recueillis avec Alexandre Moncaillot. Bonsoir Dominique Verdaillan. La peine maximale a donc été demandée tout à l'heure et dans une atmosphère apparemment très particulière. Oui, un réquisitoire assez rare dans sa forme. D'abord parce que l'avocat général a demandé que la photo d'Anne-Lorraine Schmitt soit projetée sur les écrans vidéo de la salle d'audience. Ensuite, parce qu'il s'est tu pendant 4 minutes, montre en main, 4 minutes fixant l'accusé. 4 minutes, c'est le temps qu'aurait duré la scène du crime. C'est donc une peine de neutralisation qui a été requise. Avons-nous la certitude que l'accusé ne recommencera pas? Tous les experts nous ont répondu non, à développer l'avocat général. Mais en revanche, aucun mea culpa au nom de l'institution judiciaire, mais en requérant la peine maximale. On peut dire que l'avocat général a essayé d'effacer les failles d'un système judiciaire qui, à 12 ans d'intervalle, ont permis cette récidive. Dominique Verdaillan à Pontoise. Merci Dominique. Vous nous rappelez évidemment dans le courant de ce journal si le verdict est prononcé. Autre titre de l'actualité, on en sait davantage sur cet accident à un passage à niveau dont nous vous parlions hier et qui a fait 18 blessés, dont un grave dans un car scolaire. Les premières conclusions évoquent une erreur d'appréciation du chauffeur. Suite à un chahut dans son véhicule, il s'est arrêté sans réaliser, semble-t-il, que le car était encore sur la voie. Nicolas Bertrand, Tristan Lebras. Cet après-midi, Salima Asdad a pu quitter son lit d'hôpital pour recevoir ses amis du lycée venus la soutenir. De l'accident d'hier, elle ne garde que quelques souvenirs très flous. Salima souffre d'un traumatisme crânien.
On a entendu attention, il y a un train et enfin la personne n'a pas eu le temps de terminer ce qu'il dit. Après le train nous a percutés. Et après, comment ça se passe? Le choc et voilà. Les pompiers sont arrivés et puis... Donc tu as sauté par la fenêtre? Oui. J'ai vu des amis encore, enfin ils étaient assis, ils avaient la tête en sang. Et moi après c'est tout, je me rappelle que de ça. Salima Asdad était assise à l'arrière du car à droite, l'endroit précis de la collision avec le train régional. 18h14 hier soir, le chauffeur de ce bus d'une ligne régulière décide d'arrêter son véhicule alors qu'il se trouve en partie sur un passage à niveau. Selon des témoignages, il voulait mettre fin à un chahut ou à une bagarre dans le car. Mais au même moment, les barrières s'abaissent, un TER arrive et percute l'arrière du bus. Les témoins parlent d'un choc très violent. S'il était engagé un mètre plus avant sur la voie ferrée, c'était le drame. Hein. Là, c'était vraiment des morts. Hein. Les riverains disent qu'ils tentent d'alerter les autorités depuis des années. 15 000 véhicules se croisent chaque jour sur ce passage à niveau. Eux en sont réduits à compter les accidents. J'avais fait un inventaire une fois, on était pratiquement à un accident mensuel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le supprimer, ce passage à niveau? C'est évident. L'accident d'hier soir était le 37e accident grave à cet endroit, selon Réseau Ferré de France. Le chauffeur du bus d'une quarantaine d'années va être présenté à un juge d'instruction ce soir et pourrait être mis en examen pour blessure involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Le parquet demande qu'il soit placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire des cars. Oui, cet accident relance donc les interrogations sur ces passages à niveau jugés dangereux. Question récurrente, on sait que des travaux sont en cours dans toute la France. Où en est-on? Lionel Feuerstein, Emmanuel Beck avec notre bureau à Marseille. C'était en juin 2008 à Allingen, en Haute-Savoie. Un car scolaire coincé sur un passage à niveau et violemment percuté par un TER. Bilan 7 morts et une vingtaine de blessés. Depuis ce drame, le ministère des Transports a lancé un vaste plan de sécurisation. Car sur les 18 500 passages à niveau, 230 sont toujours considérés comme dangereux. Pas suffisamment signalés, comme ici dans le Gers où seul un stop avertit l'automobiliste, ou pas assez protégé. Depuis 2 ans, 15 passages à niveau préoccupants ont été supprimés. C'est le cas dans la région de Marseille. On a fait ici par une déviation routière d'environ 1 km et la création d'un pont qui passe au-dessus de la voie ferrée. Des radars ont également été installés pour inciter les automobilistes à ralentir à l'approche de ces croisements. En tout, l'État investit 75 millions d'euros dans la sécurisation des passages à niveau et dans la prévention. L'idéal, c'est qu'il n'y ait plus du tout de passages à niveau dangereux, qu'il n'y ait que des passages à niveau protégés et que aussi les conducteurs soient raisonnables, ne prennent pas de risques. Car selon Réseau Ferré de France, 98% des accidents sont liés avant tout au non-respect du code de la route. Dans l'actualité également, cette deuxième attaque en 24 heures et en plein jour toujours contre une banque en Seine-Saint-Denis, cette fois à Duny. Attaque à la voiture bélier par un commando de 3 hommes. Les plots de protection et les jardinières ont joué leur rôle. Rien n'a été volé, mais les dégâts, vous le voyez, sont importants. Hier, c'est à Aulnay qu'un autre braquage s'était produit avec explosifs et armes de guerre. Les politiques s'en mêlent. Faut-il parler d'un nouveau banditisme sans code, sans limite? Arnaud Comte, Annie Triboire. Une scène de guerre. Voilà les mots employés par les quelques témoins qui ont filmé ces images hier lors du braquage à l'explosif d'une banque d'Aulnay-sous-Bois. Une opération minutieusement préparée. Les malfrats ont mis le feu à une voiture en plein jour pour bloquer la circulation. On a entendu des coups de feu, c'était assez flippant quand même, quoi. C'était un film. Une attaque à l'arme lourde contre ce distributeur automatique. Plus accessible, moins sécurisé, pouvant contenir jusqu'à 100 000 €. C'est la nouvelle cible des braqueurs de banque. Comme le montre ce document amateur, ces cas sont très souvent menés avec des voitures béliers. Ils sont de plus en plus violents selon les policiers qui font face à des malfrats déterminés, issus pour la plupart des quartiers sensibles. Il y a 25 ans, quand on coursait des individus qui sortaient d'une banque, c'était rare qu'il y ait des échanges de coups de feu. Aujourd'hui, juste pour faire un distributeur automatique de billets, on arrose les policiers dans la rue à la Kalachnikov. C'est une arme de guerre. Depuis 5 ans, les attaques contre les distributeurs de billets ont augmenté de 35% et ont atteint en 2009 un chiffre record. Cet après-midi, ces faits divers ont pris un tour politique. La gauche a reproché au ministre de l'Intérieur d'être le touriste des catastrophes.
et a dénoncé le manque de moyens policiers dans les banlieues. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, Brice-Hortefeux s'est lui défendu à l'Assemblée nationale. nous menons un combat acharné contre cette forme de délinquance qui est violente, qui est agressive, qui est traumatisante pour les victimes, et ce combat porte ses fruits. D'importants moyens policiers, notamment des hélicoptères, sont mobilisés depuis hier soir pour retrouver au plus vite les auteurs du braquage d'Aulnay-sous-Bois. Et c'est dans ce contexte que vient d'être publié un rapport de l'Observatoire des zones urbaines sensibles. Difficile de faire un lien sans paraître accréditer une culture de l'excuse, mais il révèle tout de même à quel point le gouffre se creuse entre deux France. Regardez ces chiffres. Sur 40 quartiers étudiés, il ressort que le taux de chômage chez les jeunes est de 43% pour les hommes, de 37% pour les femmes. Des chiffres énormes. Sophie Brune, Olivier Martinez. En plein cœur de la cité de Beauregard à Poissy, la mission locale pour l'emploi. Elle accueille les jeunes à la recherche d'un travail ou d'une formation. Professionnel. Tu l'as toi le CP? Ouais, je l'ai, mais je sais pas la carte professionnelle. À 24 ans, Mehdi Labadi a un bac pro et aimerait travailler dans la médiation. Principal handicap, selon lui, son étiquette de jeune de cité. Le profil qu'on cherche, c'est jamais un jeune de cité où on va à l'entretien, on change de vêtements, on essaie d'être bien tenu, tout ça, mais ça change pas. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué de toute façon. Parce que peut-être par rapport d'où on vient ou par rapport au profil qu'on a à première vue, c'est peut-être pas le bon profil, mais à certains moments de l'entretien, je ressens que c'est pas le profil qu'on cherche. C'est pour ça que je pense que les jeunes de cité sont un peu catégorisés. Ce sentiment d'être disqualifié d'avance est largement partagé. On me dit souvent qu'ils n'ont plus de place, qu'ils recherchent mais pas maintenant. Et tout ça que des... Ils me tournent en bourrique, quoi. Après, il reste toujours l'intérim qui nous propose des petits travails, mais bon, il nous faut du stable, quoi. Nous aussi, on veut construire notre vie, monter une famille, tout ça. C'est difficile. Cette année, la mission suit 2700 jeunes, soit 30% de plus que l'an dernier. L'effet de la crise économique qui frappe en premier lieu cette population. Pour le maire de Poissy, ce chômage induit d'autres problèmes. S'il y a insécurité, c'est aussi parce que les jeunes sont oisifs, s'ennuient et qu'il ne faut pas les occuper, mais il faut leur donner des vrais métiers. Une situation confirmée par l'Observatoire des zones urbaines sensibles. Selon son dernier rapport, révélé par Le Monde, 43% des jeunes hommes de ces quartiers sont au chômage. Le nouveau ministre de la Ville est au pied du mur. Je suis là depuis un mois. Vous me laissez le temps juste de m'installer, d'organiser les choses. Voilà. Nous allons effectivement réorienter la politique de la ville en direction de l'humain et j'annoncerai un certain nombre de mesures en ce sens. Et ce phénomène ne touche pas que les jeunes. Dans ces zones sensibles, le chômage est 2 fois plus élevé que dans le reste du territoire. Et ce rapport doit être rendu officiellement dans une semaine. Une étude de la police sur la délinquance dans les transports publics. Elle a été menée en région parisienne. Principale conclusion, la flambée du nombre de vols de téléphones portables, en particulier des portables dernier cri, ce qu'on appelle les smartphones. À eux seuls, ces vols représentent près de la moitié du total dans les métros et les bus. Enquête Richard Binet, Régis Maté. C'était la semaine dernière sur un quai de métro parisien. 2 braqueurs cherchent une proie. Un adolescent arrive, il rate son métro. Les 2 individus l'accostent, ils savent désormais par la marque des écouteurs qu'il porte qu'il a dans sa poche un smartphone. L'adolescent est piégé, il ne le sait pas encore. L'un des agresseurs sort un couteau. Le second dissimule son visage à l'aide d'un foulard. Déchaînement de violence. Mais le jeune garçon ne veut rien lâcher. Les braqueurs multiplient alors les coups jusqu'à ce qu'ils cèdent. L'intervention d'un passager met les 2 agresseurs en fuite, leur larcin à la main. Le fameux smartphone, un téléphone dernière génération. Ce sont des petits bijoux de technologie entre le portable et l'ordinateur. Ils coûtent dans le commerce entre 700 et 900 € et suscitent toutes les convoitises. Dans les transports en commun parisiens, aujourd'hui, un vol avec violence sur 2 concerne les téléphones portables. Ces délits sont filmés tous les jours. Des images scrutées ici dans ce centre de vidéosurveillance de la préfecture de police de Paris. Il est clair que l'arrivée du smartphone, en particulier l'iPhone 3,
le BlackBerry et aujourd'hui l'iPhone 4 a encore amplifié ce phénomène. On a affaire à des individus qui volent avec violence le portable pour aussitôt le revendre dans l'après-midi qui suit. Coup de poing, coup de pied, coup de couteau, on a vu des coups de couteau, et pour s'approprier le bien et le vendre aussitôt après. Revendu aussitôt, ici, dans ce quartier du nord de Paris. Nous nous y sommes rendus munis d'une caméra cachée à la recherche de l'un de ces reselleurs. Les vendeurs à la sauvette nous orientent rapidement vers l'un des leurs. Il a ce que nous cherchions, un iPhone, pas trop cher. Combien 200 et quelques. 200, il y en a pas ça. Pardon, aujourd'hui, il y a des keufs, plein de keufs. Il y a plein de keufs? Ouais, c'est pour ça les gens qui étaient partis. Mais demain, rien, Un marché parallèle juteux. Mais les opérateurs sont en train d'organiser la riposte. De plus en plus de smartphones sont équipés de GPS qui permettent de les localiser via un ordinateur. Le but, retrouver l'appareil et son voleur. L'actualité à l'étranger, la situation en Grèce est-elle en train de dégénérer? L'Europe entière a les yeux rivés sur le pays qui tente, vous le savez, de réduire ses déficits et sa dette par un très dur plan d'austérité. Eh bien aujourd'hui, Athènes a connu une nouvelle journée de manifestations monstres et de violence. Un ancien ministre a même été molesté. Claude Sampère. Des affrontements pendant plusieurs heures en plein centre-ville d'Athènes. La grande manifestation prévue contre les nouvelles mesures d'austérité dégénère. Après le défilé dans le calme des syndicats, des petits groupes d'extrémistes, d'anarchistes attaquent violemment les forces de l'ordre et plusieurs bâtiments comme des banques ou des hôtels de luxe. Un député, ancien ministre de droite, est molesté par des manifestants avant d'être mis à l'abri par des policiers. Depuis 24 heures, toute la Grèce tourne au ralenti en raison d'une nouvelle grève générale. Pas d'avions, pas de bateaux. Les écoles, les commerces, les banques, tout est fermé. Depuis le printemps dernier, la Grèce est engagée dans un vaste programme d'austérité que la population a bien du mal à accepter. On n'en peut plus, on atteint nos limites. C'est très difficile. On doit résister. Sous la pression de l'Union européenne et du FMI, la Grèce vient de voter de nouvelles baisses de salaire de 10 à 25% pour le secteur privé et les entreprises publiques. La TVA sur les produits de consommation courante augmente de 2 points à 13%. Malgré les manifestations violentes, le gouvernement est bien décidé à poursuivre sa politique de rigueur. À l'étranger encore, ce naufrage qui endeuille l'Australie, un bateau de clandestins a coulé dans la tempête à quelques mètres seulement des côtes au large de l'île de Christmas. Il y a une trentaine de morts. Dorothée Oliéric. Sur ce bateau en perdition, des dizaines de demandeurs d'asile. La mer est très agitée, les passagers malades, mais ils pensent encore trouver l'Eldorado au bout du voyage. En quelques secondes, l'embarcation va se fracasser contre les falaises de Christmas Island. La tragédie s'est déroulée sous les yeux de nombreux habitants de cette île australienne. Ils n'ont rien pu faire. C'était terrifiant. Et on ne pouvait rien faire du tout. Et j'ai vu des enfants sur le bateau et j'ai entendu ces enfants hurler. La marine australienne est rapidement arrivée sur la zone. Les sauveteurs ont pu sauver plus de 40 personnes, mais ils ont repêché 27 corps. Et sans doute en reste-t-il encore au milieu des débris. Les passagers seraient de nationalité iranienne et irakienne. L'île Christmas, au sud de l'Indonésie, est un point d'entrée privilégié par les passeurs. Le continent est à 3000 km de là, mais l'Australie y a établi un centre de rétention des candidats à l'immigration, toujours plus nombreux malgré les risques. Et on s'arrête un instant maintenant sur la situation chez nous, en Europe. Ces images ne sont pas si anciennes. Il y a 2 ou 3 ans encore, des milliers de naufragés volontaires arrivaient chaque mois sur nos côtes, en Espagne, en Italie, parfois en France. On en avait énormément parlé. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Bonsoir Étienne Lénard, vous nous avez rejoint. Apparemment, la situation s'est améliorée. Oui David, cette immigration en provenance d'Afrique, jusqu'ici, elle utilisait 2 voies principales. L'une par les Canaries pour remonter vers l'Espagne, l'autre vers l'Italie par cette fameuse île de Lampedusa. Lampedusa, c'est un territoire italien en mer Méditerranée à seulement 350 km des côtes de Libye qui a accueilli jusqu'à 40 000 clandestins par an jusqu'en 2008. Depuis, tout a changé. Après la signature d'un accord entre Silvio Berlusconi et le colonel Kadhafi pour surveiller les côtes, résultat, le nombre de clandestins a chuté de 90%. Les îles Canaries, territoire espagnol au large de l'Afrique de l'Ouest,
30 000 clandestins jusqu'en 2008. Là encore, tout a changé depuis la crise économique espagnole qui a considérablement durci les conditions de régularisation des clandestins. Moins d'Espagne, moins d'Italie, une surveillance renforcée en Méditerranée, mais les clandestins qui sont toujours chassés de leur pays par la guerre et la pauvreté continuent d'essayer d'entrer en Europe par d'autres voies, par la Turquie maintenant, vers la frontière grecque. Au premier semestre 2010, sur les 40 000 clandestins arrêtés en Europe, 3 sur 4 avaient choisi ce chemin. Merci Étienne. Il est 20h18, restez avec nous à suivre. La France manque de sel, la neige revient en force et les départs en vacances approchent, mais il y a rupture de stock et pourtant nous figurons parmi les premiers producteurs. Faut-il renoncer au plus gigantesque projet de recherche du monde? Le réacteur expérimental ITER, bâti en Provence pour trouver l'énergie de demain, est mis en cause. Et puis télévision, téléphone, internet, la bataille des abonnements est relancée, un nouveau type d'offre est proposé, chacun se fera son idée. D'abord donc la neige, regardez pour commencer ces images de Haute-Marne, de Colombey précisément, des voitures qui patinent, un peu de tôle froissée et des tracteurs du voisinage qui viennent aider les conducteurs embarrassés. Il a neigé en Champagne, dans les Ardennes, en Alsace, quelques flocons aussi dans le Lyonnais ou en Bourgogne, mais rien de bien terrible. En fait, c'est demain que les choses devraient se compliquer, à peu près sur les mêmes zones et aussi en région parisienne. 7 départements sont d'ailleurs en alerte orange. Prenez vos précautions, tout le monde se prépare, sauf que le sel fait défaut. Fanny Stenler, Marie Cros. 5 tonnes de sel qui arrivent à point. Dans cette ville de la région parisienne, la neige est attendue demain dans la soirée. Cette livraison va permettre à la mairie d'avoir l'esprit tranquille. C'est une livraison inespérée qui arrive à la dernière minute, qu'on a réussi à récupérer chez un fournisseur. Après la neige de la semaine dernière, les services techniques de la ville ont dû se réapprovisionner en sel et cela n'a pas été sans mal. Arrête pas de téléphoner à droite, à gauche, j'ai tous nos fournisseurs et puis exceptionnellement on a pu en avoir. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils vous disent les fournisseurs? Qui sont en rupture, il y en a c'est pas avant janvier. Ah oui. S'ils sont obligés de se réapprovisionner régulièrement, c'est parce que le sel ne peut pas se conserver plus de 2 mois. C'est stocké à l'extérieur, si vous stockez trop de sel, il s'abîme et il n'est pas utilisable pour déneiger. Et les stocks de sel ne sont pas extensibles. Ici, dans cette mine de l'Est de la France, ils ont déjà beaucoup baissé. Les fournisseurs se tournent donc en majorité vers l'étranger et font venir le sel d'Espagne notamment. On s'est adressé directement à un fournisseur espagnol parce qu'on se doutait bien que les demandes devaient affluer pour les fournisseurs français. Les autorités ont demandé une vigilance toute particulière aux maires et aux préfets. En clair, ne pas hésiter à saler afin de ne pas revivre la pagaille de la semaine dernière. Et sachez qu'il y a un peu moins de 2 heures, un nouveau record de consommation d'électricité a été battu, le 2e en 2 jours. Et puis ces images du Canada, à son tour paralysé par une tempête de neige à l'intensité exceptionnelle pour ce pays, pourtant habitué aux rigueurs de l'hiver. Plusieurs dizaines d'automobilistes ont été coincés pendant une nuit et une journée entière sur une autoroute du sud de l'Ontario avant d'être secourus par la police et par l'armée. Un nouveau convoi de déchets nucléaires entre la France et l'Allemagne. Il est parti d'Aix-en-Provence et a passé la frontière cet après-midi. Plusieurs centaines de militants antinucléaires ont à nouveau manifesté. Et voilà qui nous amène à l'enquête de cette édition. Faut-il renoncer à ITER? Les travaux de ce gigantesque réacteur expérimental construit en Provence ont commencé. Il s'agit, vous le savez, d'un rêve un peu fou, mettre au point une nouvelle forme d'énergie, mais ce chantier divise les chercheurs, il est mis en cause, trop cher, trop incertain. Faut-il renoncer à ce pari à 15 milliards d'euros? Dossier signé Sophie Mézel, Éric Delagneau avec notre bureau à Marseille. Enfin, les premiers coups de pelleteuse. Il y a 5 ans, son implantation était décidée dans les Bouches-du-Rhône, à Cadarache. Aujourd'hui, la construction d'ITER est en marche. Vous voyez ici, on est en train de creuser le terrain pour dans l'endroit où on va construire le tokamak d'ITER. Le tokamak, c'est l'élément principal de ce projet pharaonique. Un réacteur de fusion nucléaire haut comme 8 étages. Un projet d'une immense ambition, comprendre comment fonctionne l'énergie qui donne vie au soleil et aux étoiles. ITER, c'est comme une bombache que l'on arriverait à maîtriser. Mais aujourd'hui, c'est encore de la science-fiction. À l'intérieur du réacteur, 2 variétés d'hydrogène, du deutérium et du tritium. Des gaz qui vont être portés à une température de 200 millions de degrés. Dans ces conditions, les noyaux d'hydrogène fusionnent et libèrent une énergie considérable. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire.
Pour fournir l'énergie d'une petite ville, il faut 10 000 tonnes de charbon ou 500 kg d'uranium. Mais il ne faudrait que 10 kg de combustible avec ITER. Certains y voient l'énergie du futur, une énergie plus sûre et plus propre, et dont la source est quasiment inépuisable. D'autant que d'ici à 2050, les besoins de la planète auront doublé. Il va y avoir un besoin d'explorer pratiquement toutes les voies pour pouvoir résoudre ce problème, substituer les énergies fossiles qui aujourd'hui affectent, comme vous le savez, le fonctionnement de notre planète dans sa dimension climatique, dans sa dimension environnementale, et qui donc ne seront plus disponibles. Pourtant, ITER, financé et voulu par l'Europe et 6 grandes nations, ne fait pas l'unanimité. Georges Charpak, prix Nobel de physique, aujourd'hui décédé, signait en août dernier, avec 2 autres physiciens de haut vol, un brûlot contre ITER. Il redoute qu'ITER à lui seul engloutisse une grosse partie des budgets consacrés à la recherche et dénonce, comme ici Jacques Trainer, l'un des co-signataires, un budget qui a triplé depuis le projet initial, passant de 5 à 15 milliards d'euros. Nous avons considéré que du coup, il y avait un seuil qui était franchi et qu'il fallait dire non, parce qu'il n'y a absolument aucune raison de privilégier ce domaine de recherche par rapport à d'autres. Pour ses détracteurs surtout, avec ITER, on a fait les choses à l'envers. La fusion, c'est le soleil dans votre cuisine ou dans une casserole, simplement on ne sait pas fabriquer la casserole. Si on ne résout pas le problème du matériau, qui est extrêmement difficile, et peut-être on n'arrivera pas à le faire, eh bien il n'y aura jamais de réacteur. La ministre de la Recherche défend, elle, un choix très ambitieux. Évidemment, ça comporte une part de risque scientifique. On n'est pas certain d'y arriver. Mais si on y arrive, et nos scientifiques croient dans le monde entier qu'on est capable d'y arriver à horizon 20 ou 30 ans, si on y arrive, ça résout les problèmes énergétiques. La construction d'ITER sera terminée en 2026. On pourra au mieux produire de l'électricité issue de la fusion nucléaire en 2080. Il faudra donc attendre très longtemps pour savoir si cet investissement colossal a été judicieux. 2 informations en bref. Ramayad annonce qu'elle rejoint le parti radical de Jean-Louis Borloo, affilié à l'UMP. Et puis du changement au journal Le Monde, Éric Fotorino a été démis de ses fonctions de président du directoire. Il est remplacé à titre provisoire par Louis Dreyfus. La consommation pour les fêtes de Noël, vous serez peut-être tenté de vous offrir un nouveau pack d'abonnements Internet, téléphone, télévision. Eh bien, une nouvelle offre change la donne, la dernière Freebox. Alors que choisir? Valérie Lerouge, Nathalie Gallet. La nouvelle Freebox joue un peu les stars, car elle ne se contente plus de fournir l'Internet, le téléphone et la télé comme ses concurrentes. On peut désormais jouer avec, y stocker jusqu'à 300 films, et cette boîte se veut un tout en un dans le salon. On a essayé de créer un équipement dans lequel on supprimait la totalité des choses que vous mettez sur votre télévision. Donc on a intégré dedans par exemple un lecteur Blu-ray ou une console de jeu permettant d'avoir des jeux HD que l'on retrouve sur les consoles du marché. La nouvelle box de Free sera aussi plus chère, de 29,99 € aujourd'hui, elle passera à près de 36 € tout compris. Mais à ce prix-là, Free permet d'appeler tous les numéros de portable en illimité à n'importe quelle heure, quand ses concurrents les facturent au prix fort. Il se peut que le consommateur, l'un dans l'autre, s'y retrouve, voire même s'y retrouve beaucoup. Imaginons que nous avons 4 membres d'une même famille qui avaient des appels limités sur le week-end. Ces 4 membres-là baissent leur forfait mobile et passent plutôt sur la box pour ce type d'usage. L'offensive de Free risque aussi de bousculer le marché, alors qu'Orange s'accapare aujourd'hui 47% des abonnés Internet, SFR 25% et Free 20%. Ça redynamise un peu la guerre des box. Jusqu'ici, on s'était un peu endormi avec le même prix et la même offre chez tout le monde. Là, on a un opérateur qui va un cran au-dessus, qui donne des appels illimités. On s'imagine que maintenant, tous les concurrents vont s'aligner sur cette offre-là. Ils vont essayer d'en donner plus, et sinon, ils risquent de voir tous leurs clients partir à la concurrence. Mais si la concurrence est relancée, mauvaise nouvelle, les prix vont quand même augmenter l'an prochain, car la TVA sur les box va passer de 5,5 à 19,6%. Du cinéma avec Jean Dujardin dans un nouveau registre. Bryce de Nice ou OSS 117 paraissent bien loin. L'acteur s'offre un rôle intimiste dans le dernier film de Nicole Garcia, Un balcon sur la mer. Un drame sentimental sur fond d'enfance algérienne. Marie-Jo Jouan, Jean-Marie Lequertier. Bonjour, j'avais peur de vous rater. Tu me reconnais? Oui. Cathy. Ils se retrouvent aujourd'hui par hasard. Enfants, ils étaient inséparables dans l'Algérie violente de la guerre d'indépendance. Premières amours, l'enfance qui revient en surface. Vous
être gauchère. Nicole Garcia filme un homme amoureux d'une femme qui n'est peut-être pas celle qu'il a connue enfant. Jean Dujardin dans un registre inattendu. C'est vrai que j'ai souvent des personnages très typés où on me demande vraiment d'avancer un peu masqué, de m'habiller, de me déguiser. Là, c'était le moment d'ouvrir aussi sur autre chose, de me surprendre, d'avoir d'autres émotions. Il faut la laisser rentrer, quoi. Il faut la laisser rentrer chez vous et ça peut être très impudique. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Une quête amoureuse et des faux semblants, même si pour beaucoup l'enfance est indélébile. J'ai eu l'impression d'avoir rencontré mon âme sœur quand j'avais cet âge-là, l'âge des personnages du film, genre 6-7 ans. Mais et après, plein d'autres histoires que j'ai eues, et quelque part je recherche toujours ça, je recherche toujours cette complicité de l'enfance. Comme l'enfance de Nicole Garcia, petite fille joyeuse à Oran. Son film est une enquête sur la mémoire et ses pièges. De réticence au départ à parler aussi directement de moi, de mon enfance, de l'Algérie. Et pourtant, quand je l'ai fait, je suis allée directement au cœur même du volcan, parce que quand le film commence, c'est des images d'Oran, comme ça, comme une mémoire de Pierre qui lui revient. Et c'est dans le quartier même où je suis née. De quoi nourrir une magnifique histoire d'amour de cinéma. Rendre un homme bouleversant, c'est ce que Nicole Garcia sait faire de mieux. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle deux des principaux titres. La peine maximale requise contre le meurtrier présumé d'Anne-Lorraine Schmitt. La prison à perpétuité avec 22 ans de peine de sûreté. Le jury est en ce moment en train de délibérer. Et puis les championnats du monde de natation démarrent en fanfare pour l'équipe de France. Première médaille d'or sur le relais 4 x 100 mètres pour Alain Bernard, Frédéric Bousquet et leurs camarades. Et puis ce rappel, cela fait 351 jours maintenant qu'Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs sont retenus en otage en Afghanistan. Nous pensons à eux, nous pensons à leurs proches, ainsi qu'aux 6 autres otages français retenus dans le monde. Merci à vous tous. Tout de suite la météo, Tania Young, toutes les précisions sur la neige et le verglas. 20h35, fais pas ci, fais pas ça. Minuit 35, des mots de minuit, Philippe Lefebvre. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.